Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation de WeRate. WeRate, pour rappel, c'est une plateforme de crowd rating. La notion de crowd rating, c'est tout simplement utiliser l'intelligence collective pour faire de l'évaluation de startups. Aujourd'hui, tout le monde, vraiment beaucoup de gens souhaitent investir dans des startups, souhaitent s'investir dans des startups. Et en fait vous m'entendez? C'est que le micro, il faut le placer bien. Du coup, je parle comme ça. Ce sera plus simple. Allez, hop. Donc du coup, l'idée c'est quand même qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer. Les startups, c'est le nouvel Eldorado, il y a des accélérateurs, des incubateurs et évidemment des investisseurs. Par contre, il y a un vrai problème sur les startups, c'est qu'aujourd'hui, on arrive très mal à détecter les startups à fort potentiel. Celles donc qui donneront un retour sur investissement satisfaisant. Il y a des méthodes qui existent, mais elles ne sont pas très satisfaisantes, justement parce qu'aujourd'hui, à ce jour, le retour sur investissement est assez faible. La prise de risque est énorme et très peu de rendement. Donc, nous, voilà, d'habitude, ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'argent, il faut des consultants, il faut faire tourner des matrices, ça fait 25 heures de consultants, enfin bon, c'est l'enfer, ça coûte très cher. Nous, on s'est dit que ce serait quand même vachement plus simple de fédérer l'écosystème et de fédérer les compétences de cet écosystème pour évaluer les startups. Donc, des personnes vont venir évaluer des startups sur notre plateforme. Les start-upers viennent déposer leur projet sur la plateforme. Les évaluateurs répondent à un questionnaire sur chaque startup et derrière, on oublie une évaluation. C'est de l'intelligence collective et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on a WeRate, c'est 4500 évaluateurs sur la plateforme, un bon tiers d'investisseurs, un bon tiers de personnes qui font partie de l'écosystème, des institutionnels, des gens qui font des accélérateurs, des choses comme ça, vos pairs, si vous êtes start-upers vous-même, il y a pas mal de start-upers, et c'est 450 projets évalués. Donc je ne vais pas faire beaucoup plus long, je vais laisser la place à M. Flandin qui nous fait l'honneur d'être là ce soir pour parler du métier de Business Angels. Je le remercie très chaleureusement et très amicalement parce que c'est pas toujours évident de parler devant une assemblée et puis de dévoiler ces méthodologies justement de sourcing et les éléments clés qui permettent à un start-upper de réussir une sélection face à un club de Business Angels. Donc, Monsieur Flandin est président d'honneur de Badge, donc c'est le réseau de Business Angels des grandes écoles. Voilà. Je laisse la parole. Ça marche là? Vous m'entendez? Parce que j'ai la voix un peu sourde. Et donc, en général, on ne m'entend pas. Oui, alors, en fait, je suis un vieux start-upper, parce que j'ai créé mon entreprise il y a quelques dizaines d'années. Et puis, ah ben voilà. Ça marche? Ça marche. Oui, ça marche. Oui, donc je disais, j'ai créé mon entreprise dans les composants électroniques il y a quelques dizaines d'années. Et puis, j'ai fini par la revendre à quelqu'un qui était dans la profession et j'ai repris ma liberté pour m'intéresser aux jeunes créateurs d'entreprises, aux jeunes et moins jeunes créateurs d'entreprises. Et je suis rentré dans ce qui s'appelait à l'époque XMP Business Angel et qui est devenu Badge, les Business Angels des grandes écoles. Je m'en suis occupé pendant une dizaine d'années et puis maintenant je m'occupe plus particulièrement de préparer les start-upers et start-upeuses à présenter leurs projets au réseau de Business Angel parce que je me suis aperçu que il y avait un taux de défaillance énorme, 9 projets présentés sur 10 ne trouvent pas leur accompagnement et leur financement. Donc je m'occupe maintenant de XMP Entrepreneur. Alors c'est quoi un Business Angel? Un Business Angel, c'est quelqu'un qui a la volonté de donner un coup de main à des jeunes créateurs et qui n'en fait pas une affaire rentable. Un business angel, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent, c'est quelqu'un qui cherche réellement à donner un coup de main. L'expérience montre que
taux de sortie des business angels est plutôt négatif. En général, c'est une activité où on perd de l'argent, ce n'est pas une activité où on en gagne. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on lise de temps en temps dans les journaux. Alors, quels sont les business angels sont organisés en réseau, en club, on peut dire. Il y en a un peu, il y en a 80, 80 environ en France, un petit peu partout. Il y a des clubs locaux, comme par exemple le Capital Angel à Toulouse ou Buys Angel à Rennes. Il y en a qui sont spécialisés. Il y a par exemple Fort Invest qui a des membres qui sont des forestiers. Il y a IT Angel qui recrute des spécialistes d'Internet, des gens comme ça. Il y a Angel Santé qui regroupe des gens qui sont dans le milieu de la santé. Donc, et puis il y a des réseaux qui sont des réseaux comme Badge, qui sont là, qui regroupent des anciennes grandes écoles, ou bien comme Arts et Métiers Business Angel, qui regroupe des anciennes des arts et métiers, etc. Tous ces réseaux, en général, ont de une dizaine à une centaine de membres. Et ils fonctionnent à peu près tous de la même façon, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des projets. Chacun d'entre vous peut s'adresser à un réseau ou à un autre. Et il y a d'abord une phase de validation. Chaque réseau va dire bon, oui, ce projet me semble valable. Et ensuite, on le passe dans un comité de sélection qui va auditer le porteur de projet, le faire venir, qu'il explique un petit peu son projet, raconter son histoire et expliquer ce qu'il veut faire de son entreprise. Et puis, bien entendu, il y a une session questions-réponses. À l'issue de ce comité de sélection, en général, un instructeur ou deux instructeurs sont désignés par le réseau pour rencontrer le porteur de projet et creuser un petit peu avec lui comment ça se passe, quelles sont ses ambitions, comment il voit le développement de son entreprise, etc. etc. Et les instructeurs font un rapport d'instruction de 3-4 pages et qui est diffusé à tous les membres du réseau. S'il y a suffisamment de membres du réseau qui s'intéressent au projet, on va faire revenir le porteur de projet pour qu'il refasse un pitch, mais un pitch un petit peu différent, un pitch qui est destiné à capter l'attention des business angels investisseurs pour qu'ils mettent un peu d'essence dans le moteur sous forme, bien entendu, d'argent. Ensuite, on désigne un accompagnateur et l'accompagnateur va faire équipe avec le créateur pour le suivre, l'aider à rentrer dans la pratique, répondre aux questions qu'il peut se poser ou aux difficultés qu'il peut rencontrer. Et ça, c'est une phase qui va durer parfois 2 ans, 3 ans. Et puis, un beau jour, on se sépare, les business angels récupèrent leur mise et le créateur repart de son côté avec éventuellement de nouveaux investisseurs, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les réseaux de business angels sont regroupés au sein d'une association qui s'appelle France Angel. Et si vous voulez trouver un réseau, vous allez sur Internet, vous tapez France Angel, vous faites attention parce qu'il y a un phoné qui n'est pas France Angel, et puis il y a l'association France Angel sur lequel vous trouverez la liste des réseaux, leur adresse, leurs coordonnées, et un certain nombre de renseignements pratiques pour les contacter et pour
confondre. Alors, les business angels, il y a d'autres sources de financement maintenant pour les startups. Il y avait d'abord, on va faire un petit tour en arrière là-dessus, il y a le love money, c'est-à-dire l'argent de la famille, des copains qui vont vous aider à démarrer. Ensuite, il y a la finance participative. Vous avez peut-être certainement entendu parler du crowdfunding. C'est un système un peu particulier dans lequel des gens vont apporter un peu de sous, en général pas grand-chose, entre 500 et 2000 euros, sur un projet, ou passer une commande au cas où le projet aboutirait. Et puis ensuite, on arrive aux business angels qui, eux, vont investir chacun entre 5 000 et 10 000 euros par projet. Et puis alors, il y a des très gros business angels, ce sont ceux dont on parle dans les médias, dans tous les journaux, les Niel, Simoncini, Grandjean, c'est des noms qui évoquent quelque chose pour vous. C'est des gens qui ont vraiment fait fortune dans leur histoire et qui restent actifs dans le domaine création et financement de start-up. Mais c'est des gens qui font des investissements de 100 000 à 500 000 euros. Ce n'est pas des gens comme le business angel normal ou moyen. Et puis alors, dernière étape, il y a des fonds d'investissement qui sont alors des organismes purement financiers qui vont intervenir si votre start-up se développe bien et qui vont investir éventuellement 1 million d'euros, 2 millions d'euros, et vous accompagner, vous permettre à vous de faire fortune. Voilà un petit peu. Alors quels sont les critères que les business angels utilisent pour faire leur sélection? Il y a d'abord l'individu. Il faut que le start-upper montre qu'il a une dynamique, une capacité, une volonté, c'est pas simplement une lubie, une fantaisie qui lui est passée par la tête, mais vraiment qu'il a quelque chose de sérieux et qu'il a autour de lui une équipe. Une start-up, c'est pas une personne toute seule dans un coin qui fait tout. C'est 2, 3 personnes qui vont travailler ensemble. Alors, ce qui est souhaitable, c'est qu'il y ait, disons, un technicien, un commercial, un informaticien. C'est déjà une équipe de 3 personnes qui tient à peu près tout. Donc, premièrement, l'individu, ensuite l'équipe, ensuite le projet. Il faut que ce soit un projet qui soit bâti. On n'invente pas un matin en sortant de son lit ou en se lavant les dents. Tiens, je vais faire ça. Non. Il faut avoir étudié son marché, il faut avoir regardé la concurrence, il faut avoir parlé autour de soi, regarder ce qui se passe, ne pas trop suivre les effets de mode. À un certain moment, on a vu débarquer une foultitude de projets dans le e-commerce. On trouvait tout. Bon, maintenant ça s'est un petit peu calmé, mais certaines époques c'était de la folie. Donc pas forcément un effet de mode. Et puis, ensuite il faut travailler. Il faut travailler pour construire un business model. Je vais faire telle chose et pour faire ce projet, il faut que je propose à mes clients futurs, des particuliers ou des entreprises, etc., quelque chose. Et qu'est-ce que je vais proposer? Comment je vais le proposer? Et ensuite, comment je vais monétiser cette proposition? Et puis l'étape d'après, mais qui fait partie de l'ensemble, c'est comment je vais trouver des clients, comment je vais développer mon entreprise.
Alors, il y a un truc que disent qu'on voit dans la presse un peu partout. Les réseaux sociaux, il n'y a que ça va marcher tout de suite, etc. C'est pas vrai. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut les animer, il faut les travailler, etc. Et puis, quand on a eu ses premiers clients, c'est la vie d'une entreprise dans laquelle il faut livrer les clients, il faut faire payer les clients, il faut trouver d'autres clients, etc. C'est la vie de l'entreprise. Mais ça, c'est un problème. On n'est plus dans les business angels. Et par contre, c'est là où les business angels qui ont une certaine expérience, qui ont souvent créé leur entreprise, qui ont créé leur start-up, peuvent vous donner des conseils, des idées, travailler avec vous dans le cadre d'un ce qu'on appelle un comité d'animation, un comité stratégique, et vous avez intérêt à vous appuyer sur leur expérience. Bon. Avez-vous des questions? Moi, j'ouvre les questions. Vous avez dit qu'on ne gagnait pas beaucoup d'argent dans le business angel, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Néanmoins, on vit des expériences. Tu peux nous parler d'une expérience particulièrement sympathique où tu t'es pris beaucoup de plaisir et éventuellement même gagné de l'argent? Il y a une... oui, j'ai gagné de l'argent dans un investissement très particulier. Ça date d'il y a une dizaine d'années. On avait rencontré, dans le cadre de XMP Business Angel à l'époque, deux frères qui avaient, l'un qui était un scientifique qui travaillait dans les labos d'une grande école, et l'autre qui était un manager qui avait travaillé chez Air France. Et les deux frères avaient décidé de monter leur entreprise autour de la découverte du frère technicien. La découverte, c'était l'utilisation du LIDAR. Le LIDAR, c'est un radar dans les ondes millimétriques qui permet de détecter des choses que les radars normaux ne détectent pas parce que c'est trop en longueur d'onde. Mais sans rentrer dans le détail technique, le LIDAR, ça permet de détecter les poussières dans le métro. Ça permet de détecter la pollution dont on parle aujourd'hui dans demain. Ça permet de détecter le sens du vent et la force du vent. Alors il y a des nombreux d'applications. Une application par exemple, c'est de mettre un lidar sur un aéroport qui va dire, vous savez quand un avion décolle, il laisse une traînée derrière lui et surtout des remous. Et dans les aéroports, on ne fait pas décoller un avion juste derrière un autre parce que c'est le meilleur moyen que le deuxième se crache. Si on peut les faire décoller suffisamment plus proches les uns des autres, on gagne évidemment de l'argent, puisque la compagnie aérienne gagne de l'argent, puisqu'elle peut faire décoller plus d'avions dans le même laps de temps. Autre application du LIDAR, détecter le sens du vent et mesurer sa force pour quand on veut implanter une éolienne. Il faut voir quel est le régime des vents à 100 mètres d'altitude et c'est pas évident. Donc, cette entreprise s'est lancée dans cette activité. Ça s'est très bien passé. On a eu 2 personnes qui étaient très coopératives. J'ai participé au comité stratégique, ça a duré 3 ans. Et puis ils ont été contactés, ils s'étaient implantés en Chine, au Japon, aux États-Unis. Ils ont été contactés par une société américaine qui était dans un domaine très voisin, mais pas le même, et qui leur a proposé de reprendre l'entreprise. Donc on a négocié et on a vendu nos actions. Et l'entreprise existe toujours, elle s'appelle Léosphère, elle marche très bien. Pour moi, à titre personnel, ça a été un coefficient multiplicateur de
combien, 3 ans, 3 ans et demi, quelque chose comme ça, par rapport à ma liste de départ. À côté de ça, j'ai plein de projets dans lesquels j'ai investi et qui se sont ramassés avec pères et fracas. Bon, un exemple, puisqu'on est dans la pollution, un truc comme ça, c'est un chimiste qui avait inventé un moyen de purifier l'air, purifier l'air ambiant, pour éliminer les poussières, etc. On s'est acharné sur cette entreprise pendant 7 ans, 8 ans, et puis finalement, il était obligé de déposer son bilan parce qu'il n'arrivait pas à vendre ses produits. Et c'est dommage pour lui, c'est aussi dommage pour nous, puisqu'on a tout perdu. Mais ça illustre le porteur de projet qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Parce qu'on a participé à tous les comités de séance, on lui a dit il faut aller dans ce sens-là, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il ne faut pas courir 2 lièvres à la fois, on ne peut pas vendre ces équipements à la fois au grand public et en même temps aux industriels. Ce n'est pas le même marché, ça ne se traite pas de la même façon. Ce n'est pas forcément les mêmes équipements, du moins il faut des équipements adaptés. On lui expliquait tout ça, mais il ne nous écoutait pas, il n'en faisait qu'à sa tête. Là, il y a un moment où le marché est ce qu'il est et ça se termine mal. Du coup, vous dites, dans votre carrière, vous avez un bel investissement et puis beaucoup d'échecs. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à toujours accompagner de nouveaux start-upers, de nouveaux entrepreneurs, à toujours investir des tickets? Pourquoi continuer? Ça, c'est personnel, parce que j'ai ça